Bonjour à tous. Alors, on est aujourd'hui reparti pour un webinaire sur le SEO. On va encore attendre 2 petites minutes. On a pas mal de gens qui sont en train de se connecter. Gros succès de nouveau hein, pour le SEO. C'est un sujet, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ça chez nous. Ça intéresse de plus en plus. Et c'est vrai que ça a pas mal aussi changé, je trouve, ces dernières années avec les updates, les nouvelles pratiques par rapport à ce que nous, on avait vu quand on était rentré sur le SEO il y a 5-6 ans. Il y a eu pas mal d'évolutions. C'est aussi l'occasion, du coup, de refaire un petit point sur ça pour démarrer l'année. Beaucoup d'entre vous, certainement, voient le SEO comme étant un levier de croissance fort. On appelle souvent ça du trafic gratuit versus l'AdWords ou versus le social ads. Finalement, c'est pas toujours si gratuit que ça. En fait, il faut parler plutôt de référencement naturel. Okay. C'est plus correct. Et l'idée, c'est de parler de ça aujourd'hui et puis rapidement aussi après de vous représenter ce qu'on fait chez nous. Et du coup, moi, j'ai l'occasion aujourd'hui d'être accompagné par Mehdi. Bonjour à tous. Mehdi qui est du coup un expert SEO chez nous et qui accompagne nos clients au quotidien sur ces thématiques-là. Je dirais à deux grands moments, Mehdi, hein, c'est autant dans le cadre de la refonte des sites internet, hein, où il y a vraiment toujours une réflexion. C'est le bon moment pour se poser les bonnes questions sur les topic clusters, les pillars page, le maillage interne, les URL, la migration, enfin tous ces sujets-là. Et finalement aussi dans la vie des projets, où on va finalement aussi s'intéresser à quels sont les mots-clés pertinents, parce que les mots-clés que nous, marketeurs ou vendeurs, on estime être les bons, ne sont pas forcément toujours les bons. Et aussi d'utiliser finalement plus de données pour ça. Tu nous expliqueras un peu les grands concepts aujourd'hui, finalement, c'est quoi réussir en SEO. Et je vais aussi en profiter ici pour représenter rapidement qui on est, parce qu'on a un positionnement un petit peu particulier hein, chez Marketing finalement aujourd'hui, puisqu'on est à mi-chemin entre du conseil, de l'intégration et du métier d'agence. Et on trouve que c'est aujourd'hui un positionnement qui est assez inédit et puis surtout assez important et presque inévitable parce qu'on est dans une démarche où la technologie elle est de plus en plus importante. À l'époque, c'est vrai que les agences elles pouvaient monter un WordPress, etc. et faire des choses assez vite, assez simples. Là, on rentre aujourd'hui sur des technos marketing automation, business intelligence, heatmaps, tracking assez poussé. Ça devient quand même assez complexe. Souvent aussi, c'est intégré derrière à du CRM, c'est intégré vraiment à des gros outils métiers. Et donc finalement, le métier d'intégration, il est devenu assez naturel chez nous. Hein, c'est des gros projets. Et puis du conseil, pas forcément pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans votre stratégie d'entreprise, mais plutôt comment on va prendre votre stratégie d'entreprise et la digitaliser, la mettre dans des outils, la mettre dans des process et faire vivre ça. C'est une quarantaine de personnes aujourd'hui qui travaillent sur ces sujets-là chez nous, une quinzaine de personnes créatives, 25 personnes qui vont travailler notamment avec Mehdi sur mettre en place ces projets-là et les faire vivre. Et une clientèle principalement B2B et assez technologique, souvent des startups, des éditeurs, du SaaS, ça représente une grosse partie de notre portfolio. Plus de 250 clients aujourd'hui, de toute taille. On va avoir des Total, des Sodexo dans ce type d'entreprise-là assez dimensionnées, comme on va avoir des éditeurs et des PME de taille intermédiaire, et aussi beaucoup de startups. Les startups étant très représentées chez nous dans notre portfolio, parce qu'elles sont animées par la croissance, la scalabilité, la productivité, l'efficacité. Et du coup, c'est vrai qu'elles sont très présentes chez nous. Elles ont souvent besoin d'automatisation. Elles ont généralement levé de l'argent sur la base d'un discours qui est j'ai un produit, j'ai un message, je connais mon marché et maintenant je mets du carburant et j'y vais. Et c'est aussi là qu'on peut intervenir avec des outils, des process et des gens. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui est important chez nous. On fait aussi pas mal de web design et c'est là aussi où on a comme je le disais un peu en préambule, beaucoup touché à la problématique de SEO pour ne pas perdre du trafic dans le cadre d'une refonte ou pour se dire comment on se met en position d'en récupérer plus. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être un socle technique qui est vieillissant, pas optimisé, etc. Donc ça, c'est un truc aussi sur lequel on pourra échanger si vous avez des questions à ce propos. Et pour résumer aussi la proposition de valeur qu'on a aujourd'hui, c'est d'apporter de la technologie. Donc c'est du CMS, c'est du CRM, c'est du Market Auto, c'est éventuellement d'autres applications. De vous apporter des équipes, donc des talents, donc de l'an, et de faire monter en compétence aussi vos équipes au quotidien sur mieux comprendre, mieux arbitrer, mieux contribuer sur ces sujets-là. Et le digital, c'est devenu tellement compliqué
aujourd'hui, on ne peut plus savoir tout faire tout seul. Hein. Il faut à un moment quelqu'un qui sait faire du socialize, quelqu'un qui sait faire du SEO, quelqu'un qui sait faire du contenu, quelqu'un qui sait faire de l'automation. Et c'est assez rare que ce soit la même personne qui sache faire tout ça très bien. Donc à un moment, c'est vrai qu'on essaie de venir aussi compléter soit des compétences que vous n'avez pas, soit vous aider à les acquérir. Et puis tout ça apporte aussi de la complexité parce que on va faire plein de campagnes, persona dépendants, sujets dépendants, langues dépendantes, produits dépendants. Et ça, dans le temps, finalement, ça construit aussi une forme de complexité et ça se gère avec du process et de l'organisation. L'organisation étant, parce qu'on a plein de métiers et plein de campagnes en même temps, donc comment on ne se prend pas les pieds dans le tapis et on fait en sorte que ça fonctionne. C'est vraiment une question de process. Donc ça, c'est un point qui est hyper important chez nous, qu'on vit au quotidien. Et je terminerai là-dessus sur, en gros, l'architecture globalement que nous, on va recommander sur les projets qui sont B2B, B2C. C'est d'avoir finalement le site Internet, et c'est là où on va en parler le plus aujourd'hui, parce que c'est lui qui est le haut du funnel. Hein, finalement, c'est lui qui est pas une carte de visite ou un site vitrine statique, mais qui est plutôt là aujourd'hui pour être un outil de visibilité, un générateur de leads. Hein. Nous, c'est vrai que quand on avait connu ou entendu parler de l'inbound marketing en 2012, par là, c'était encore vraiment les débuts du principe. Mais finalement, d'avoir un site qui aujourd'hui nous génère de l'activité plutôt qu'un site qui est un support à la vente et que le commercial va utiliser un peu plus en reflet de son discours. Aujourd'hui, on est vraiment sur un site internet qui va contribuer, qui va générer du lead. Et la logique qu'on a aujourd'hui, c'est de venir l'adosser assez rapidement aussi à un outil d'automation qui va trier, segmenter, emailer, l'engager dans du marketing et surtout le pousser aussi dans le CRM pour avoir une finalité commerciale. Et donc, tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui a pour vocation à améliorer la génération de lead, à améliorer le traitement du lead et à améliorer le closing du business, enlever la friction à toutes les étapes et rendre les canaux plus puissants et plus performants. C'est important aussi en SEO, moi je trouve, de connecter la suite de l'histoire parce que générer du trafic, c'est bien, mais on a aussi vite fait de générer le mauvais trafic. Et il y a beaucoup de gens, c'est vrai, moi je trouve, qui nous disent tiens, on a 2500 visites, 10 000 visites par mois, mais ouais, et ils ne suivent pas. Et si ça se trouve, on a un article à côté de la plaque un peu généraliste qui génère 5 000 visites par mois, qui n'a aucun intérêt, où les gens qui viennent le lire ne sont pas nos clients du tout. Et finalement, on a un métrique qui n'est pas du tout actionnable. Alors, il y a toujours aussi finalement cette notion de trafic SEO important, mais aussi ce trafic SEO, qu'est-ce qui génère comme lead? Et ces leads-là, est-ce que finalement, c'est vraiment nos clients potentiels ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque? Et aussi, du coup, pas seulement de voir ça comme étant du volume de trafic, mais sans aussi du qualitatif et du potentiel business. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye aussi d'intégrer dans nos repos, dans notre manière de travailler, pour faire en sorte que quand on va faire un site internet ou de l'accompagnement du content, qu'on se retrouve dans une position où, à la fin des fins, le KPI, c'est bottom line, c'est-à-dire est-ce que ça contribue ou pas à la croissance de l'entreprise. Rentrons dans le vif du sujet. L'idée aujourd'hui, c'était de reparler des leviers indispensables en SEO pour générer du trafic organique. On parle de trafic organique qualifié, et ça reprend ce que je viens d'illustrer là. Et l'idée, du coup, Mehdi, tu peux nous introduire la thématique d'aujourd'hui? Très bien. Alors, aujourd'hui, on va faire un focus, comme l'a dit Christian, sur comment générer des leads. Donc, pour générer des leads, il faut ramener du trafic. Donc, il y a une problématique d'acquisition. Et ce trafic, il doit être qualifié. Donc, dans un premier temps, j'aimerais qu'on reprenne un petit peu une introduction au SEO et rappeler l'importance maintenant pour tout opérateur économique, finalement, d'investir dans le référencement naturel, puisque derrière, c'est toute sa visibilité qui est en jeu et c'est, comme tu l'as dit, pas un simple site vitrine ou finalement qui doit être vu comme un support commercial, mais permettre une vraie expérience utilisateur et in fine déclencher l'acte d'achat. Donc, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, 80 000 mots-clés chaque seconde sont recherchés par les internautes, ce qui fait 7 milliards par jour à l'échelle mondiale. Donc, c'est des potentiels très importants, des opportunités d'affaires à ne pas négliger, sachant que 15% de ces mots-clés sont des nouveaux mots-clés, donc de nouvelles recherches d'informations. Donc, tous les jours, l'activité sur le search augmente grandement.
Et c'est vrai que du coup, c'est Google plus particulièrement en France. C'est vrai qu'on avait à l'époque, on parlait de Bing, Yahoo, Bing. Il y a un truc aussi, Ecosia, qu'on voit de plus en oui. plus. On en entend Quant. Quant, alors c'est le moteur de recherche français. Et Ouais, Ecosia, il faut savoir qu'il se base sur Google. d'accord. Il utilise la technologie Google, le D'accord. service Donc Google le pour search, ça devient, du Google. c'est un truc compliqué, c'est un truc en croissance, hein. Ouais, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que sans SEO, comme on l'a dit tout à l'heure, pas de trafic ciblé. Donc, une PME qui souhaite mettre en avant ses produits, souhaite gagner en notoriété, sans référencement, elle ne peut pas espérer un trafic ciblé. Donc, du coup, pas d'opportunité d'affaires. Oui, parce que finalement, ce qui est important aussi là derrière, c'est que quand on va aller faire du démarchage, on a potentiellement des gens en face de nous qui n'ont pas de besoin. Alors quand on se positionne finalement en search, on est sur des gens qui recherchent soit un prestataire, soit une solution, et qui sont plutôt en demande. Et donc finalement, se positionner sur le chemin et le parcours d'achat de ces gens-là via un search optimisé, c'est assez du coup. C'est la base de l'inbound. Ouais. Yes. C'est comment être visible au moment où l'Internet va rechercher une information. Et effectivement, certaines PME ne vont pas être en demande de SEO, mais pourtant, il y a des recherches qui sont faites. Donc, du coup, ce qu'il faut très important, c'est que sans visibilité, finalement, un site Internet ne sert à rien. Donc, il faut investir en SEO pour conserver sa visibilité dans le temps, contrairement à tout ce qui est paid, ads, etc., où c'est du one-shot. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que bien qu'on soit en crise économique, hein, Internet connaît des taux de croissance compris entre 10 et 15%. 50. 10 et 50%, autant pour moi. Et bien sûr, pour le brand awareness, pour gagner en notoriété, pour avoir une dimension d'expert, être visible permet d'améliorer l'image de marque. C'est vrai que du coup, le SEO, quand nous, on vient nous voir, il y a effectivement ce levier-là parfois, il y a un petit peu de vanité de j'ai envie d'être premier sur ça. J'entends, enfin, parce que le SEO, c'est une compétition. Ouais. On l'a beaucoup parfois, entendu. ce truc de j'ai envie d'être premier sur ça, mais sauf que ça, il n'y a pas le pourquoi derrière. C'est pas si intéressant que ça quand on creuse un peu. Et puis, il y a souvent aussi la volonté, je trouve, d'être un peu moins dépendant de l'AdWords, en se disant, bah, tiens, oui, ça nous coûte 10 000, et vu que nos concurrents commencent à en faire aussi, bah, ça va nous coûter 12 000, et 15 000, et 20 000. Et on ne sait pas trop où ça s'arrêtera, et on aimerait bien, on sait qu'on va toujours devoir en faire, mais on aimerait bien commencer à shifter ça un peu vers du SEO. Et ça, c'est aussi des choses qu'on a de plus en plus, moi, je trouve, en tout cas, les demandes que moi je vois au quotidien. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que finalement, un SEO bien travaillé va permettre de réduire les coûts d'acquisition de tout le marketing paid. Donc, du coup, là, voilà l'introduction. Maintenant, on sait pourquoi c'est important de faire du SEO. Et du coup, j'aimerais insister sur les bases du référencement. Donc, faire une introduction assez rapide sur les 3 piliers qui sont le technique, le contenu et la popularité, avec un focus sur le contenu parce que c'est notre audience finalement. Nos clients, ils ont surtout la main sur ce levier-là, plus que la technique qui est pensée en amont ou la popularité, on va le voir un petit peu, qui ne dépend pas forcément d'action qui est corrélée à la notoriété naturelle. C'est parti ? C'est parti. Donc, on va voir les points d'attention sur le technical SEO. Donc, désolé pour la lourdeur de ces slides, mais c'est très important de rappeler ces informations. Finalement, le technical SEO permet au moteur de recherche de bien comprendre votre site, de bien comprendre le contenu et la thématique du site via, par exemple, un balisage sémantique qui va highlight un peu vos expressions cibles. Mais le scope du SEO ne se limite pas qu'au balisage HTML. Il intervient aussi en conseil pour tout ce qui est fonctionnalité selon les types de contenus, parce qu'aujourd'hui, sur les sites modernes, on développe beaucoup d'animations, d'images, demain de l'audio aussi, avec le voice qui est en pleine expansion, et bien sûr les formulaires pour la conversion, etc. Autre chose, il y a pas mal de freins à l'indexation qui sont liés au nouveau développement sur le site, sur des socles. Par exemple, quand il y a des nouvelles briques technologiques qui sont apportées, il peut y avoir des effets de bord. Donc, du coup, il y a un monitoring au quotidien,
au moins une fois tous les 3 mois pour identifier toutes les régressions techniques qui peuvent impacter votre indexation. Et enfin, très important, c'est de suivre les bonnes pratiques SEO, donc les bases techniques comme la navigation, maillage interne, etc. Ouais. C'est vrai que nous, quand on voit des gens qui veulent faire leur refonte de site, parfois ils ont un vieux WordPress qui est pas très facile à administrer, qui est un peu lent avec plein de plugins. Ils ont les Pas mis à jour aussi. pas très bien mis à jour. Ils ont des, euh, des iframes ou des choses un petit peu qui ne sont pas très bien lisibles par les robots, des structures d'URL pas très correctes, et puis une architecture de manière générale qui n'est pas très scalable, par trop de pages intéressantes, du contenu dupliqué aussi sur plusieurs pages. Il y a plein de cas de figure finalement où parfois mieux vaut essayer de refaire un socle propre avec un vrai CMS bien fouillé et techniquement aligné, plutôt que de vouloir rebricoler l'ancien. Il y a des choses qui sont peut-être parfois pas réparables d'un point de vue technique, ou mieux vaut recommencer sur quelque chose de propre, revoir l'architecture, et penser refond plutôt que de réinjecter du budget en se disant bah, tiens, on va remettre 5 000, 10 000 pour à la marge venir faire des petits ajustements. Et le rapport effort-bénéfice ne sera pas bon. Et c'est souvent, comme tu dis, on retrouve ce genre de cas lorsque les choix techniques ont été faits sans réflexion SEO en amont. Donc là, les principaux points d'attention du technical SEO, je ne vais pas m'attarder dessus, mais par contre, c'est vraiment les principaux critères à surveiller. Donc nous, on a beaucoup de clients qui ne respectent pas finalement cette bonne pratique, c'est basics. Par exemple, les balises méta, chaque page doit avoir un titre, une description pour inciter au clic, une structure aussi du contenu qui respecte le système sémantique de titres, sous-titres, etc. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est retrouvé avec beaucoup de sites à analyser qui ont du duplicate content, c'est-à-dire 2 URL différentes qui parlent du même sujet. Et c'est un peu la mode des sites des années 2000 où on voulait tout dire sur tout et voir tous les sujets. Alors on avait des pages par persona et des pages par industrie et des pages par produit, etc. On se retrouvait avec 50 pages. Mais finalement, quand on creusait un peu, le sujet était un peu traité de la même manière. On avait changé 3-4 mots sur chaque page, mais globalement, c'est lourd à lire, c'est lourd à maintenir, c'est pas efficace. Et ça ne répond pas à une problématique utilisateur. Donc, du coup, là, on a un petit peu survolé les bonnes pratiques. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que Google est de plus en plus intelligent. Donc, on n'écrit plus du contenu pour les robots, on écrit pour l'utilisateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bonnes pratiques sont respectées par la plupart des CMS aujourd'hui. Et toi qui connais bien HubSpot, tu peux l'affirmer, WordPress, voilà, tous ces CMS finalement qu'on utilise au quotidien. C'est les deux qu'on voit le plus, nous. C'est vrai qu'on a quelques frameworks parfois complètement custom de gens qui font leur site avec des technos propriétaires. Après, le problème, c'est que c'est difficile à faire vivre par quelqu'un de non technique. Donc, c'est vrai que souvent, ils utilisent un CMS, et WordPress et HubSpot CMS, ce sont ceux que nous, on voit le plus au quotidien. Alors là, un focus sur le contenu. Donc là, on a vu un petit peu la base technique, comme quoi il fallait suivre les bonnes pratiques, les basics en SEO. Mais finalement, si on ne rencontre pas si on ne va pas à la rencontre du besoin de l'utilisateur, ça ne sert à rien d'avoir un site optimisé. Donc ça veut dire quoi? Rencontrer le user need, le besoin utilisateur. C'est finalement proposer un contenu intéressant qui répond à une problématique identifiée. Ce que nous, on avait vu pas mal quand on avait commencé à faire du contenu il y a 5-6 ans, c'est que typiquement, à partir du moment où on faisait 2-3 articles de blog par semaine, un peu redondants sur le même sujet, on arrivait tôt ou tard à être plutôt bien positionné en première page, voire quasiment dans les premières positions, même si le contenu n'était pas dingue. Et donc, ça a lancé plein de vocations d'articles faits à Madagascar, pas très cher, pas super bien écrits, mais qui redondaient dans tous les sens ces mots-clés. Il y avait un blog avec 3-4 articles par semaine qui refaisait ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est plus qualitatif en termes de contenu. Tu peux développer un peu ce principe? On est moins sur la quantité. Google met à jour son algorithme régulièrement. Là, récemment, décembre 2019, il y a eu la mise à jour algorithmique BERT
qui finalement va permettre à l'algorithme de mieux comprendre le besoin de l'utilisateur derrière un mot-clé, avec de l'analyse sémantique, de l'analyse du sentiment aussi, parce que finalement, alors là, il y a une question de Lauriane. Le contenu à destination des utilisateurs doit-il forcément être sur le site, ou le blog n'est-il pas là pour diffuser à destination des personas identifiés? Alors, j'ai envie de répondre les deux. En fait, il faut faire remonter des articles de blog sur les pages du site, parce que les pages du site vont souvent être des pages de type off, hein, et qui vont répondre à une intention plus transactionnelle, plus commerciale, tandis que le blog a plus une dimension informationnelle, donc répondre à des questions que se pose l'utilisateur sans forcément pousser à l'acte d'achat. Ouais, puis l'entreprise a généralement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à transmettre. Et après, ce qu'on va s'attendre à avoir en tant que visiteur finalement sur un site, c'est une homepage, qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, comment ça se passe, éventuellement combien ça coûte et comment je vous contacte si je fais ça. Ou et après à la marge si j'ai envie d'aller travailler chez vous. Et donc ça c'est assez normé et finalement c'est le type d'attente aussi en termes d'UX qu'on essaie de retrouver sur ces sites-là avec un petit peu de navigation si on a du multiproduit ou quelque chose dans cette orientation. Et le blog finalement a cet avantage-là de pouvoir être catégoriser, ordonnancé, ou comme des centres de ressources, des docs téléchargeables qui vont venir rajouter du contenu plus ou moins indexé, indexable, mais qui viennent être du coup la pièce rapportée, là où avant on avait le type de 80 pages et pas trop de dynamisme dedans. Donc le contenu du coup toujours hyper important. Tu peux développer du coup les gros trends du contenu en ce moment. Déjà en fait pour un petit peu apporter plus de précision par rapport au contenu, le contenu est indispensable dans le sens où plus vous allez couvrir sémantiquement les besoins de vos utilisateurs, plus vous allez être expert sur le sujet et plus vous allez être légitime. Google vous aime dès lors que vos users vous aiment. C'est très important d'être user-centric. Donc, il y a 3 étapes fondamentales pour développer une stratégie de contenu. Donc, déjà, il y a rechercher les bons mots-clés sur votre thématique. Comme tu l'as dit, Christian, souvent, on se retrouve finalement avec des gens qui ont des idées de mots-clés. Mais alors là, c'est l'outil qui le fait ou c'est le client qui dit voilà, moi je vends ça et j'ai envie d'être trouvé sur ça. Est-ce que c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un produit, il y a un objectif, donc il y a une intuition sémantique, j'ai envie de dire un petit peu grossièrement. Et de cette intuition, de ce sujet principal, de cette thématique, il y a des outils qui permettent de révéler l'ensemble des keywords, des mots-clés associés à cette thématique. Et derrière, du coup, il faut créer du contenu autour de ces mots-clés, mais pas n'importe quel contenu, on va le voir un petit peu plus tard. Et enfin, optimiser ce contenu en fonction des mots-clés identifiés. Alors, ce qu'on voit aussi parfois, c'est qu'il y a des mots-clés qui ont du trafic et qui sont concurrentiels, par exemple. Il y en a qui n'ont pas de trafic et qui ne sont pas concurrentiels. Est-ce que prendre celui-là qui a du trafic, c'est toujours la bonne idée? Ou est-ce que parfois, celui-là qui n'a pas trop de trafic, mais qui nous a l'air très bien, il peut être super qualifié? Et en gros, tous ceux qui cherchent ça, ça peut être potentiellement des clients en puissance, versus ceux qui ont le mot-clé hyper cherché, mais qui sont peut-être un peu moins matures ou moins intéressants. C'est quoi la reco du coup en se disant là-dessus on va pas avoir de trafic SEO, ou alors on va avoir peu de trafic mais ça va être vraiment le bon, ou est-ce que c'est un peu des deux? Très bonne question. Alors ça dépend, j'ai envie de te dire, de la légitimité de la marque qui se positionne. Si tu as beaucoup de notoriété, si tu es reconnu sur ton domaine d'expertise et que du coup ton site dispose d'une autorité correcte par rapport à la concurrence, alors là tu peux cibler les mots-clés les plus recherchés qui ont le plus de potentiel. Okay. En revanche, si tu démarres une activité, c'est plus stratégique de cibler les mots-clés associés, les synonymes, les mots-clés longue traîne, c'est-à-dire qui contiennent plus de mots dans l'expression recherchée. Pourquoi? Parce que le trafic, c'est plus, l'utilisateur a plus qualifié sa requête, donc il est plus en état de faire appel au service du site. Donc du coup, on a vu qu'à la fin, une fois qu'on a recherché les mots-clés, qu'on a créé ce contenu, il faut l'optimiser. Mais avant tout, parlons de la recherche de mots-clés. Donc pourquoi on recherche des mots-clés? Parce qu'il faut apprendre à connaître son audience cible. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est qu'une requête,
c'est un besoin user. Quand je cherche sur Google acheter chaussures hommes, j'ai un besoin. Quand je cherche une recette de crêpes, c'est un besoin aussi. L'un est transactionnel, l'autre est informationnel. Et c'est ça, en fait, comprendre son audience, c'est comprendre les intentions derrière les besoins cachés derrière les mots-clés. Donc, l'idée, c'est de coller… Oui, ouais, je me disais, là, je vois qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils tout de suite qui sont concernés par ça. Est-ce qu'ils sont… Moi, c'est pas… mon métier de faire ça, je me dis, du coup, ces outils-là, ils font la même chose différemment. Est-ce qu'il faut en avoir un? Est-ce qu'il faut en avoir 3, 4? Je sais que nous, on les utilise quasiment tous, ceux qui sont marqués là. Est-ce qu'ils vont être plus ou moins bons sur certaines régions? Est-ce qu'ils ont des fonctionnalités différentes, complémentaires? Et pour un client, finalement, qui veut piloter ses positionnements, ses optimisations, les mots-clés sur lesquels il devrait travailler, tu recommandes un en particulier? Comment tu verrais cette notion-là d'outil qui va t'aider à bien comprendre ces mots-clés-là? Parce qu'aujourd'hui, sans outils, c'est très difficile de travailler en SEO, voire pas possible. Alors moi, je recommande souvent SEMrush. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il a la base de données de mots-clés la plus exhaustive. Il traite plusieurs marchés. Aujourd'hui, avec le contexte européen, finalement, les PME ne s'attaquent pas qu'au marché français. Donc, du coup, ils doivent avoir un site multilingue. Et SEMrush, c'est vrai qu'il couvre l'ensemble des marchés. Pour le marché FR, je recommande Yoda Insight, où là, c'est beaucoup plus exhaustif et beaucoup plus précis en termes de search volume. D'accord. Après, les autres outils que vous voyez là, ils proposent souvent des fonctions all-in-one. Il y a même des marketplaces où ils proposent de mettre en relation avec des rédacteurs, etc. Mais pour la recherche de mots-clés, ça me Donc après, d'abord, avant de savoir finalement, de faire le dispositif, c'est d'être sûr de capitaliser sur les bons mots-clés. C'est ça, c'est la base de la stratégie. Il y a quand même beaucoup de choses qui partent de là. Ouais. Du coup, pourquoi on recherche les mots-clés? Pour créer du contenu autour de ces mots-clés. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expertise de Google, c'est de comprendre les intentions. C'est ça le cœur de l'expertise Google. Donc, du coup, il est capable de donner un indice de qualité au contenu pour savoir, en fait, si le contenu, l'URL, votre contenu répond à l'intention derrière le mot-clé. Donc, un objectif peut être divertir, informer, acheter, visionner une vidéo ou voir des photos, par exemple. J'ai envie de voyager, je tape paysage Thaïlande. Derrière ce mot-clé, en réalité, j'aimerais bien voir des photos de paysages en Thaïlande. Ouais. Et c'est pour ça que Google, finalement, sur ses pages de résultats, sur ce type de mot-clé, il va proposer Google Images. Mais du coup, en comprenant cette intention, si j'ai envie de me positionner sur paysage Thaïlande, je vais créer une page avec du contenu textuel, bien sûr, pour dire par exemple quel type de paysage, ça va être montagneux, etc. Mais surtout, voilà, je vais pusher des photos. Et donc finalement, si je faisais le parallèle avec ce que je disais un peu plus tôt, on faisait 2-3 articles de blog par semaine, etc. pour blinder une thématique. Maintenant, l'idée, c'est peut-être aussi d'aller peut-être sur du multiformat un peu plus, même en B2B, on le voit de plus en plus aussi, et dans le logiciel. C'est d'aller faire des webinars, de les enregistrer, de faire des cas clients, de les mettre en vidéo, de faire aussi des infographies qui vont sortir dans Google Images, d'aller un petit peu saturer finalement d'autres types de formats. Avec la qualité, toujours avec la qualité plus que la quantité. C'est très très important. Moi, je préférais recommander 3 articles par mois de qualité avec un contenu informationnel qui apporte une vraie valeur à l'utilisateur, plutôt que de rédiger de 50 articles qui va cibler des expressions. Ce qui, encore une fois, ce qui marchait un peu bien quand même il y a un certain temps, mais on voit que ça ne marche plus aussi bien. Alors, je vous invite à rechercher sur Google Panda. C'est une mise à jour algorithmique qui justement est capable d'identifier si le contenu est quali au regard de est-ce que le contenu répond à des objectifs. Et chaque page doit avoir un rôle finalement. Chaque page qu'on crée, on doit identifier les objectifs de cette page et quel est le rôle de la page pour atteindre ces objectifs. D'accord. Et donc, c'est aussi la qualité, ça passe par le fond, mais ça passe aussi par la forme. Moi, je trouve sur la qualité des visuels, la qualité
la lisibilité, la taille des polices. Des fois, on a des trucs qui sont écrits tout petits. L'utilisabilité finalement. Ouais, c'est ça, la friendliness en fait, de la page. Il y a beaucoup de choses en fait, sur lesquelles parfois il faut se remettre à jour parce que l'exigence aussi du web augmente. Aujourd'hui, on consomme beaucoup de web en perso et du coup, on a habité à un haut niveau de standard. Et nous, parfois en B2B, on bricole un peu dans des vieux CMS. À un moment, on est aussi obligé d'aller au standard du web. Ça ne coûte pas plus cher, mais de temps en temps, tous les quelques années, il faut quand même regarder est-ce que ce qu'on fait, c'est toujours en phase avec ce qui se fait d'une manière générale sur le web et de venir s'aligner à un haut niveau de standard pour faire de la qualité. L'expérience utilisateur, le design n'est pas dissocié du SEO. Souvent, on entend ça, mais finalement, le SEO s'intègre dans cette logique-là. Et pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, la forme, c'est le fond qui émerge. Donc, du coup, c'est cette synergie-là entre SEO, UX et design pur. Donc là, si on refocus un peu sur le contenu, il faut être capable de répondre à ces questions. Voilà, de toute façon, vous aurez accès à la vidéo, vous les lirez bien. Et pour toute stratégie de contenu, il faut avoir une réponse très claire à ces questions. D'accord. Ouais, c'est comment du coup bien gérer les objectifs, ordonnancer le contenu, rendre lisible, c'est ce qu'on venait juste de dire en fait. C'est ça, c'est un résumé et ça c'est un outil finalement pour. Donc du coup là c'est un peu la pyramide inversée. Donc ce qu'on voit, ça illustre un peu tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un utilisateur qui arrive avec un besoin, qui a une question et qui est dans un contexte et qui a besoin d'une réponse. Donc, le site internet, la page, même l'URL, finalement, va proposer cette réponse, mais tout en sachant en amont que l'utilisateur se pose ces questions. Donc, d'où l'importance de cartographier l'univers sémantique en amont pour apporter la bonne réponse. D'accord. Ce que tu dis là, c'est que quand tu es dans un article finalement ou une page qui répond à une question d'information, il faut proposer plus d'informations. Quand on est sur une requête qui est plus business, on met du CTA, démo, offre, etc. Donc, ça sert à rien de mettre du CTA, démo partout. Ouais. Mais là, l'importance de cela, c'est quoi? C'est que chaque type de page doit avoir un objectif bien identifié. Sachant qu'on doit répondre à des intentions transactionnelles et informationnelles, il faut toujours adapter son contenu. Quand je dis contenu, ce n'est pas forcément textuel. Ouais. Mais voilà. Parce que du coup, quand je fais un article de blog ou une page très pilar, très informative sur l'état de l'art, je ne sais pas quoi, typiquement, les gens qui lisent ça ne vont pas forcément être des clients en puissance, ou plutôt des gens qui vont vouloir télécharger du contenu, des trucs, s'informer plus. Et en fonction de là où ils vont, après, c'est de les engager commercialement, mais peut-être en temps de. Donc là, on rentre dans le marketing automation et dans des programmes de lead nurturing. Super. D'accord. Donc, ce qui permet d'embaser un petit peu et de générer du lead finalement. C'est vrai que ce truc-là n'est pas toujours très bien saisi. C'est vrai qu'on a toujours envie de se dire on veut que du qualifié, on veut que de la démo. Et du coup, n'importe quel que soit le contenu, on va toujours pousser vers ça, alors que ce n'est pas toujours le but. Non, il faut couvrir, même si c'est des thématiques, bien sûr associées à la thématique du business qu'on défend, il faut toujours réfléchir à une couverture sémantique large. Le SEO est une compétition. Si votre concurrent couvre sémantiquement ces besoins-là, il va être mieux positionné. Et du coup, si on n'avait pas de contenu, par exemple, top funnel, on pourrait imaginer parler à un expert ou quelque chose d'un peu moins business ou un peu moins démo, pricing, etc. Mais pour quand même offrir une capacité de lead gen, mais qui est un peu moins violente que derrière. C'est plus smooth. Ouais. Mais après, il faut avoir les programmes de lead nurturing adaptés derrière. Okay. Donc la slide super lourde. Hein. Mais par contre, les informations, il va falloir peut-être les lire à tête reposée, c'est très important. Donc, il faut faire attention à la longueur du contenu. Quand on veut optimiser sur un mot-clé, il faut voir les URL qui se positionnent sur ce mot-clé, donc sur la première page de résultat, quelle est la longueur de leur contenu. Et il ne faut pas produire un contenu inférieur en termes de longueur. Derrière, il faut optimiser la page. On l'a vu tout à l'heure, on cible des expressions cibles. Pour un mot-clé, il y a des mots-clés associés et il y a des questions qui se posent autour. Et finalement, dans le contenu, on doit répondre à ces questions. Donc, du coup, on l'optimisera naturellement sur ces mots-clés-là. Okay. Derrière, il faut organiser le contenu au sein du site.
c'est-à-dire en termes de maillage interne. C'est les liens, ça, entre les pages. Les liens entre les pages. Un exemple, on écrit un article sur le guide ultime de l'emailing. D'accord. Donc, ce sera un article long, informationnel, qui va reprendre les concepts, pourquoi on fait de l'emailing, etc. Et ensuite, on va créer un autre article plus précis. Par exemple, qu'est-ce que l'email transactionnel? Et sur l'article pilar guide de l'email, on va linker vers des sujets plus précis, où on descend en granularité. Très clair. C'est du cocon sémantique. Okay. Et enfin, partagez-le autour de vous via le social media, parce qu'aujourd'hui, Google est capable de faire le lien entre l'activité sur votre site et les signaux social media via du balisage, le balisage OG, etc. Donc, du coup, il y a cette synergie. Ça veut dire que moi, si mon article de blog il est tweeté, partagé sur LinkedIn, etc., il va mieux ranker? Il ne va pas mieux ranker. C'est un indice par rapport à la notoriété de ta marque. D'accord. Parce que Google, aujourd'hui, mesure la notoriété via les liens d'autres sites qui pointent vers le tien. Ouais. Mais vu que les SEO trichent pas mal là-dessus via l'achat de liens, etc., Google essaye de créer de nouvelles façons de mesurer la notoriété, notamment les mentions, les signaux social media, et ça nous permet de faire la transition. Sur ton troisième axe, du coup, le dernier, popularité, on va essayer de speeder un peu. Ouais. Alors, pour la popularité, malheureusement, c'est un levier sur lequel on a peu la main. Alors, le grand concept, c'est quoi? C'est que plus des sites font des liens vers le vôtre, plus vous aurez un trust flow, c'est un indice de confiance, de notoriété élevé. Aujourd'hui, beaucoup d'agences SEO, et nous on ne le fait pas, on est white hat là-dessus, achètent des liens. C'est un vrai business informel. Un lien peut coûter jusqu'à 500 €. Nous, on ne fait pas ça, même on le déconseille fortement parce que beaucoup de business se sont cassés la gueule. Pourquoi? Parce que Google est capable aujourd'hui d'identifier les liens qui sont potentiellement fake. Donc, c'est très important de focus sur une notoriété naturelle, d'avoir un contenu de qualité, d'être un expert, d'avoir une bonne couverture sémantique. Comme ça, finalement, naturellement, d'autres sites de votre thématique, il faut le mériter. Il faut le mériter. C'est comme dans la vraie vie. C'est lorsque tu apportes de la valeur que les gens vont parler de toi, que tu vas être un référent sur ton sujet. Okay. Et du coup, dernière slide. On est dans les temps, je pense. Donc voilà, ce qu'on peut faire, on a la main sur le monitoring finalement du netlinking. Donc là, j'ai listé, donc il y a deux axes. Il y a le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, c'est en volume de liens entrant vers votre site, en gros. Mais derrière, il y a des critères comme la variété des adresses IP. Par exemple, avant la mise à jour algorithmique Pingouin en 2012, qu'est-ce qui se faisait? C'est que un domaine, un hébergeur créait plusieurs sites. Donc, c'était le PBN, le Private Blog Network. C'était une même IP qui renvoyait plein de liens vers le site qui voulait ranker. Mais du coup, vu que ça provient de la même IP, Google est capable de l'identifier ça. Donc, du coup, il pénalise. C'est pour ça que la variété des adresses IP est importante. Il y a la nature des extensions. Bien sûr, si vous avez un site, je dis une bêtise, mais je ne sais pas, médical.xyz et on n'est pas sur du .com, du .net, etc. Donc ça, c'est un petit peu louche et du coup, les algorithmes de Google vont envoyer une alerte et ces domaines-là vont être analysés en interne chez Google manuellement. Donc du coup, à vérifier parce qu'il y a aussi le negative SEO, un concurrent. Bon, maintenant, c'est rare, ne vous inquiétez pas, mais un concurrent peut créer des domaines pour vous faire des faux liens, pour vous pénaliser. On avait vu des cas comme ça avec des moteurs russes, etc., qui aspiraient des sites, qui dupliquaient des sites pour faire des dupliquettes. Et souvent, ils mettaient des mots un peu sensibles comme Viagra, assez souvent, pour pénaliser. D'accord. Et du coup, depuis cette mise à jour, il y a le critère qualitatif qui est très important. C'est souvent il y a la similarité thématique du domaine référent. Un exemple, Marketive fait du marketing automation. Si HubSpot, qui est sur la même thématique,
qui a beaucoup d'autorité et de notoriété naturelle, fait des liens vers le site Markentive, alors à ce moment-là, ce sera un lien de qualité. En revanche, si un site, je ne sais pas moi, sur l'agriculture envoie du lien vers nous, ce lien sera déprécié. Et là, je vous ai mis des outils d'analyse du netlinking. C'est encore d'autres outils. C'est encore d'autres outils, mais SEMrush le fait. C'est un peu les mêmes. SEMrush le fait, mais par contre, il n'a pas cette notion de citation flow et trust flow. L'outil que je recommande pour l'analyse du netlinking, en fonction du volume d'URL et du nombre de domaines que vous voulez monitorer, c'est plus ou moins cher, mais ça va être plutôt du Majestic SEO qui est très performant et qui est reconnu par toute la communauté. Finalement, après, il y a aussi une question de ressources. Pour nos clients, ils ont toujours, même s'ils ont les moyens et ils ont un budget qui est forcément fatalement limité. Comment je répartis mes billes entre faire du contenu, choisir des mots-clés, faire du netlinking? Est-ce qu'il y a une règle, je ne sais pas moi, chronologique un peu 8 à 1 est-ce que le contenu, ça doit représenter 70% de l'effort? Est-ce que c'est moitié-moitié? Ou est-ce qu'il faut faire une petite stratégie, un contenu, le netlinking qui va avec? Ou est-ce qu'il faut faire une grosse stratégie, après plein de contenu, faire le netlinking plus tard? Est-ce qu'il y a, je sais pas, d'un point de vue flow de travail, est-ce qu'il y a une règle à respecter pour avoir du résultat là-dessus? Très bonne question. Déjà, c'est le socle technique. Il faut avant tout avoir les bases techniques bien respectées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des sites qu'on a. C'est finalement ça qui va permettre de développer toute la stratégie. Parce que si la structure ne permet pas, je ne sais pas. On ne peut pas toucher les balises, c'est lent. On ne peut pas créer de nouvelles pages, on ne peut pas créer des liens facilement, des remontées dynamiques. Ta vision, c'est finalement le technique en premier. Voilà, le technique, d'un point de vue structurel, d'avoir un maximum de souplesse sur les éléments qu'on veut afficher, sur le maillage interne, qui est très important. Deuxièmement, la recherche sémantique, donc tout ce qui est recherche de mots-clés, etc. Donc là, on peut se concentrer peut-être sur un produit ou sur un persona, plutôt que de sortir à 360 et de faire des grosses recherches dans tous les sens, mais peut-être commencer sur un point particulier de stratégie. Produit, persona, proposition de valeur et contenu informationnel. Avec informationnel et décision d'achat associées du coup à cette thématique-là. Absolument. Et du coup, ça nous emmène sur quelques thématiques de contenu avec des priorités. Et des types de contenu à produire. Aussi. Ça va être de l'article de blog, de la LP commerciale. Et donc là, on peut planifier ça et derrière, dans la foulée, on va faire au fur et à mesure se poser. Après, tu peux faire par mois sur ton netlinking, c'est ça Le netlinking, je suis vraiment d'avis de ne pas faire de campagne d'achat de liens, mais plutôt de créer du contenu qui va permettre de répondre à des vraies problématiques, des infographies aussi, qui vont être repris. Qui vont donner envie de… Exactement. J'ai déjà vu des infographies, par exemple le guide du road trip en 2019 partout dans le monde, qui a été produit par un acteur et qui a été repris par d'autres acteurs sur la thématique. Et du coup, tu as des liens dans ces infographies. Est-ce que ça vaut la peine… C'est plus légitime. Est-ce que ça vaut la peine d'aller… dire je fais un article que je ne mets pas sur mon blog à moi, on a dit guest blogging, etc., où je vais aller faire mon article ailleurs, donc pour un espèce de blog multi-auteur, un peu légal. Medium, par exemple. Et du coup de mettre des liens vers mon site là-dedans en disant tiens, je te donne un article pour ton blog, mais bon, il y a 2 backlinks dedans qui vont vers mon site. Est-ce que ça se fait encore? Est-ce que je sais qu'à l'époque c'était vachement la mode? Est-ce que c'est une pratique qui… Alors ça marche encore. Mais il y a un risque derrière tout ça, c'est qu'il faut créer un projet de netlinking et faire attention à la fréquence des nouveaux liens entrants. D'accord. Et souvent, ces plateformes comme Medium, ces blogs-là, ce qu'ils font, c'est que dans leur structure, ils mettent un attribut nofollow dans les liens. Je ne pensais pas forcément à Medium, mais je pensais à n'importe quel site sectoriel. Alors, je dirais oui, mais vraiment pour commencer. Et est-ce que… Ensuite, il faut viser la notoriété naturelle. C'est plus rentable de faire mon article, il y aura plus d'impact si je le mets sur mon propre site ou si je le fais de temps en temps, par exemple, mieux vaut faire 5 articles sur mon site ou faire 4 articles sur mon site et un article à l'extérieur avec un backlink. Alors moi, je recommanderais, après il y a différentes écoles, mais ça c'est moi, selon mon expérience, je dirais qu'il faut capitaliser l'autorité sur son propre domaine. D'accord. Ne pas trop… essayer d'avoir de stratégie ou de contrôle externe. C'est mieux d'être reconnu naturellement, de faire les efforts on-site, déjà bien travailler son maillage interne, bien travailler ses copons sémantiques,
bien travailler la Le réponse, design, le design, etc. Parce que ça, finalement, si l'expérience utilisateur est réussie et si on répond à des objectifs, le bouche à oreille existe aussi dans le web et vous serez référent et d'autres domaines sur la même thématique parleront de vous. Et c'est le cas pour nous puisque HubSpot nous fait des liens vers Marketing par exemple. sans qu'on leur ait demandé. Donc, c'est le mindset que je préconise vraiment. Si on vous propose d'acheter des liens en masse, il n'y a pas de solution miracle en SEO, c'est un travail de fond. C'est à proscrire. Le résultat type, alors j'imagine c'est très variable en fonction du secteur, c'est très variable en fonction du point de départ, mais on peut espérer d'avoir un impact si on se donne vraiment, c'est quoi? C'est du 3 à 6 mois? Ouais, c'est du 6 mois pour un nouveau domaine, il faut compter au moins 6 mois, le temps d'être bien indexé, d'être bien compris par les moteurs de recherche. Et comme tu dis, en fonction du secteur, des mots-clés ciblés, tu as un niveau de compétitivité. Et des fois, on a des secteurs où ça va très très vite parce que les concurrents sont aussi pas terribles. Et finalement, dès qu'on fait un petit peu quelque chose, on fait une refonte de site, on fait du contenu, on pense un peu cluster, pilar, et on y va sur quelques semaines de contenu. On peut gagner de l'impact. Mais du coup, il faut faire la recherche de mots-clés en amont pour savoir ce qui est compétitif, ce qui n'est pas. Sachant que dans la tech et tout, là, il faut être beaucoup plus exigeant. Et je pense que autant on pouvait, je trouve qu'en SaaS, en software, dans tous les métiers, effectivement, on pouvait bricoler avec un blog, on mettait nos articles de blog en redondant les mots-clés dans tous les sens, en gravitant autour de notre sujet. Je pense que ça marchait. Maintenant, je trouve que c'est devenu quand même assez complexe et ça demande une vraie stratégie. En fait, c'est complexe, mais aussi il faut avoir une vision simplifiée, orientée utilisateur. Il ne faut pas penser robot, il faut penser répondre à l'intention de l'utilisateur. Et même pour les rédacteurs web, ça les soulage finalement parce que ça ne les bride pas dans leur processus créatif. Ok. Alors, on arrive à la fin là, du webinaire. On avait une slide aussi sur HubSpot. C'est vrai que nous, on l'utilise pas mal en tant que CMS. On avait du WordPress et HubSpot, c'est des CMS qui nous permettent de travailler convenablement, en tout cas quand c'est bien fait dans l'optimisation SEO. Et quand on arrive généralement sur des projets, c'est aussi parfois une étape de refonte, une étape de refonte partielle, refonte totale, etc., qui nous permettent de caler techniquement le dispositif avant de se lancer vraiment dans toute cette démarche de SEO. Et HubSpot intègre aussi quelques fonctionnalités pour piloter les pilar pages, etc., qui sont intéressantes et toujours en amélioration constante. Et il permet cette souplesse aussi, comme on disait tout à l'heure. Voilà, si on a envie de développer de nouveaux topic clusters, est-ce que le SOC va le permettre si on identifie de nouvelles opportunités? Et c'est intéressant, je trouve, de se mettre dans une position où on peut le faire sans avoir besoin de toquer à la porte d'un développeur ou d'un designer. Là, tu réduis tes coûts déjà et tu surtout, c'est moins d'efforts. C'est pas, je pense, seulement une question de coût, c'est aussi une question de ça va être fait. Parce que quand il faut aller faire un développeur, il a toujours autre chose à faire. Avec le développeur en tiens, il faut une page sur ça, oui, mais là, j'ai pas le temps. Et du coup, on le fait pas, et du coup, on ne pense pas. C'est plus facile à mettre en œuvre. Alors que si je peux dupliquer une page pilar que j'ai déjà, ça va aller très très vite après pour le marketeur ou le user ou l'expert SEO de dérouler d'exécuter la stratégie. Le template aura déjà été codé en amont avec elle, c'est ça? Vous avez été assez nombreux du coup sur ce webinaire. Je sais que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde et pas mal de nos prospects. J'espère que c'était intéressant pour vous. On a peut-être je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. On a déjà un petit peu dépassé l'horaire. N'hésitez pas à nous les envoyer par mail et à nous appeler à l'agence. On sera un plaisir de vous répondre, Mehdi et moi. Et puis, ça serait intéressant peut-être de refaire un webinaire fin d'année, peut-être plus sur la partie cluster et pilar page. Absolument. Je trouve que ça est entré vraiment dans le détail sur cette partie-là. Ça a été un sujet qui a intéressé pas mal de monde. Et du coup, on pourrait... merci Thomas, à bientôt. Merci pour ton message. Et puis, du coup, on doit rentrer vraiment dans les pilars. Je trouve que c'est un concept qui est arrivé il y a quoi? Il y a 2 ans à peu près. En fait, oui et non. Pilar page, c'est un wording HubSpot qui est lié au topic cluster, mais en réalité, on parle plus de cocon sémantique. C'est un concept qui a été élaboré par Laurent Borelli, mais ça mérite un webinaire à part entière. Je trouve que ça mérite. Et puis moi, ça m'intéresse. Tu m'apprendras comment ça fonctionne. Je vous souhaite un bon appétit. Je crois que on y arrive. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. On souhaite une bonne fin, un bon closing de janvier. Une bonne année. Je crois que c'est le dernier jour où on peut le faire. Bonne année, c'est encore demain. Ouais.
Bonne année à tous et puis j'espère à très vite pour un nouveau webinaire. Bye. Bye.